À 14h47, le 18 août 1944, le lieutenant Royce Priest vit son commandant de escadrille, Major Bert Marshall, son P-51 Mustang, s'embraser au-dessus de la France occupée. La fumée noire s'échappait du moteur, tandis que l'avion endommagé plongeait vers un champ de blé situé à seulement 20 mètres des lignes allemandes. Priest, âgé de 21 ans, avec 2 mois de combat à son actif, voyait l'homme qu'il admirait se diriger tout droit vers la captivité. Les Allemands avaient dissimulé une batterie anti-aérienne à l'intérieur d'un wagon de chemin de fer. Lorsque le major Marshall mena sa formation de 4 avions pour un tir de strafing près de STN, les côtés du wagon s'ouvrirent et révélèrent des canons de 20 et 40 mm déjà pointés sur leur approche. L'embuscade prit la formation à bout portante. En août 1944, la 8e armée de l'air perdait ses pilotes à un rythme alarmant au-dessus de la France. Les batteries de DCA allemandes étaient devenues des maîtres de la dissimulation. Elles camouflaient leur position sous des tas de foin, des bâtiments agricoles et maintenant sous des wagons de train marqués de symboles de la Croix-Rouge. Les chasseurs américains, menant des missions de strafing à basse altitude, se retrouvaient à traverser un véritable champ de mines de feu cachées. Le groupe de chasse 355 avait perdu 17 pilotes au cours des 2 derniers mois. Certains furent tués sur le coup, d'autres effectuèrent un atterrissage forcé en territoire ennemi et passèrent le reste de la guerre dans les camps de prisonniers Stalag-Luft. Quelques-uns disparurent sans laisser de traces. Ce jour-là, le major Marshall ne devait pas voler. En tant que commandant du 354e escadron de chasse, il aurait pu déléguer la mission à ses leaders de vol, mais Marshall avait la réputation de mener les combats en première ligne. Il était arrivé dans l'escadron début juin avec seulement 3 heures de vol sur le P-51 après avoir fait la transition du P-40. Sa deuxième mission de combat fut le jour J. Le 6 juin, il abattit un Ju-87 Stuka allemand au-dessus des plages de Normandie. 2 semaines plus tard, il détruisit 2 Bf-109. Début août, il comptait 5 victoires confirmées, devenant ainsi un as en un temps record dans l'histoire du 350e groupe de chasse. Son style de vol agressif lui valut des promotions fulgurantes. Pilote, chef de vol en quelques jours, chef de vol à officier des opérations en 2 semaines, officier des opérations à commandant d'escadrille en moins de 2 mois. Ce même style de vol l'avait maintenant mené à se retrouver dans un cockpit en flammes au-dessus du territoire ennemi. Le lieutenant Priest connaissait Bert Marshall bien avant la guerre. Marshall avait été quarterback 3 fois All-State dans le football scolaire du Texas et avait obtenu une mention honorable en tant que joueur All-American à l'université de Vanderbilt. Lorsque Priest découvrit qu'ils étaient affectés à la même escadrille, il considéra cela comme la plus grande chance de sa carrière militaire. Il avait étudié les tactiques de Marshall, copié ses manœuvres et s'efforçait d'absorber tout ce que l'ancien pilote pouvait lui enseigner. Priest vit le Mustang de Marshall laisser une traînée de feu en descendant. Le moteur Merlin du P-51 avait reçu un impact direct sous le collecteur d'échappement. Un second tir avait perforé le radiateur et le liquide de refroidissement fuyait dans le flux d'air. Il ne restait que quelques minutes de vol, peut-être moins. La procédure standard était claire. Lorsqu'un pilote était abattu derrière les lignes ennemies, ses camarades de vol étaient censés noter l'emplacement, transmettre les coordonnées pour les recherches et revenir à la base. Tenter une récupération n'était pas seulement déconseillé, c'était considéré comme impossible. Le P-51 Mustang était un avion monoplace. Il n'y avait pas de place pour un passager. Il n'y avait pas de protocole pour un atterrissage dans des champs de blé ennemis. Il n'y avait pas de formation pour ce que Priest s'apprêtait à faire. Priest observa la Mustang en flammes de Marshall disparaître sous la ligne des arbres. Il poussa le manche de commande en avant et commença sa descente vers le même champ de blé. Sa radio grésilla avec un ordre de Marshall lui demandant d'abandonner. La main de Priest se dirigea instinctivement vers le bouton de la radio. Il aurait pu reconnaître l'ordre et se diriger vers l'Angleterre. Il aurait pu suivre la procédure et laisser les Allemands capturer Marshall. Sa main s'arrêta. Il avait déjà pris sa décision. Le P-51 Mustang n'avait jamais été conçu pour atterrir dans des champs de blé. Son moteur Packard Merlin, à refroidissement liquide, était placé bas dans le fuselage avec le radiateur dépassant sous le ventre de l'avion. Toute obstruction de plus de 45 cm pouvait détruire le système de refroidissement et endommager le moteur. Le train d'atterrissage rétractable était conçu pour des pistes pavées, pas pour des champs de blé français.
Un simple fossé ou une roche cachée pouvait faire s'effondrer une jambe de train et faire basculer l'avion sur le dos. Priest ignora tout cela. Il abaissa ses volets à 40 degrés, réduisit sa vitesse à 145 km/h et se positionna sur la plus longue étendue de blé doré qu'il put trouver. Le nez du Mustang bloquait sa vue en avant pendant la descente. Il dut évaluer son approche en observant à travers le côté du canopy, estimant sa hauteur au-dessus des tiges de blé par la vitesse à laquelle elles défilaient près de l'aile. Les roues touchèrent le sol violemment. L'avion rebondit une fois, 2 fois, puis se stabilisa dans la terre molle. Les tiges de blé frappaient le fuselage alors que Priest appliquait les freins. Le Mustang ralentit, trembla et s'arrêta enfin à 300 mètres de la ligne des arbres où l'avion de Marshall avait disparu. Priest tourna immédiatement son appareil pour faire face à la direction d'où il venait. S'il devait décoller en urgence, il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps à effectuer un virage. Le champ de blé s'étendait sur environ 800 mètres dans la direction du vent. Ce serait suffisant. Au-dessus de lui, les 2 pilotes restants de sa formation tournaient en cercle à 450 mètres. Ils avaient observé son atterrissage avec incrédulité. Maintenant, ils scrutaient les routes et les haies pour détecter toute réponse allemande. La réponse arriva en quelques secondes. Un camion militaire apparut sur un chemin de terre, à moins d'1 kilomètre à l'est, se dirigeant rapidement vers le champ de blé. La bâche couvrant la benne du camion signifiait que c'était une unité d'infanterie. Priest estima qu'il y avait entre 20 et 30 soldats en fonction de la taille du véhicule. Les 2 Mustangs qui survolaient la scène entamèrent leurs attaques sans la moindre hésitation. Leurs 6 mitrailleuses de calibre .50 pouvaient chacune tirer 14 balles par seconde. Le pilote de tête ouvrit le feu à 400 mètres, traçant ses obus le long de la route jusqu'au compartiment moteur du camion. Le véhicule dérapa, prit feu et se coucha dans un fossé. Le second Mustang mitrailla l'épave pour s'assurer qu'aucun survivant ne parviendrait à atteindre le champ, mais le pilote en vol repéra un nouveau mouvement. Un second camion arrivait du nord. Une moto avec sidecar était apparue sur un chemin de ferme au sud. Les patrouilles allemandes convergeaient vers le site du crash sous différents angles. Le compte à rebours était lancé. Priest se tint dans son cockpit et chercha Marshall du regard au-delà de la ligne d'arbres. La fumée s'élevait des bois là où le commandant d'escadrille était tombé. Marshall aurait déjà détruit son avion. Chaque pilote portait des grenades thermites spécifiquement pour incinérer les avions écrasés et éviter que leur technologie ne tombe entre les mains ennemies. Le moteur Merlin du Mustang, son viseur K-14, son transpondeur IFFF, tout devait brûler. 2 minutes s'écoulèrent. Le Mustang au-dessus fit un autre passage de mitraillage sur la moto approchant, dispersant ses occupants dans une haie. Priest calcula le temps qui lui restait. Le sol meuble avait laissé de profondes ornières sous ses roues. Décoller nécessiterait toute la puissance de l'avion, chaque centimètre du champ. Ajouter le poids d'un deuxième homme dans un cockpit monoplace augmenterait la vitesse de décrochage et prolongerait la distance de décollage. Les calculs étaient impitoyables. Il n'aurait peut-être pas assez de terrain. 3 minutes. Toujours aucun signe de Marshall. Le second camion s'était arrêté à 400 mètres. Priest aperçut des soldats qui descendirent du véhicule, se dispersant en ligne de combat, commençant à avancer à pied à travers le blé. Puis une silhouette émergea de la ligne d'arbres. Le major Bert Marshall courait vers le Mustang. Sa combinaison de vol noire de suie, son visage tordu de colère. Il agitait les bras non pas pour saluer, mais dans une rage manifeste. Il ordonnait à Priest de partir sans lui. Priest fit ce qu'il pensa être la seule option. Il sortit du cockpit, défit son harnais de parachute et le laissa tomber sur l'aile. Puis il retira son canot de survie et le jeta dans le blé. Sans parachute, il ne pourrait pas sauter si le moteur lâchait en cours de route. Sans le canot, il se noierait s'il s'écrasait au-dessus de la Manche. Il voulait rendre ses intentions claires. Il ne quitterait pas la France sans son commandant. Marshall s'arrêta de courir. Il se trouvait à 50 mètres de l'avion, les yeux rivés sur l'équipement abandonné sur l'aile. Les soldats allemands étaient désormais visibles au-dessus du blé, leurs casques apparaissant au fur et à mesure qu'ils se frayaient un chemin parmi les tiges. Les Mustangs au-dessus avaient épuisé presque toutes leurs munitions sur les camions. Ils pouvaient y faire un dernier passage de mitraillage, peut-être 2, avant que leurs armes ne soient à sec. Marshall sprinta la dernière distance qui le séparait de l'avion. Le cockpit d'un P-51D Mustang mesurait 99 cm de large et 100 cm de hauteur du siège au rail du canopy. L'espace était conçu pour un seul pilote portant un parachute, un gilet de survie et un canot de siège.
Il n'était pas conçu pour 2 hommes adultes. Marshall mesurait 1,20 pour environ 67 kg. Priest était légèrement plus petit, mais remplissait tout de même les dimensions du matériel de vol standard. Ensemble, ils allaient occuper un espace prévu pour une seule personne. Marshall monta sur l'aile en premier. Il se laissa glisser dans le cockpit et s'enfonça aussi bas que possible, le dos appuyé contre la plaque blindée du siège, les jambes étendues sous le panneau de bord, le long du manche de commande. Priest monta après lui, s'installant sur les genoux de Marshall, ses propres jambes écartées sur ses cuisses. Leurs corps étaient comprimés ensemble comme des colis dans une caisse de transport. Le manche de commande dépassait entre les genoux de Priest. Ses épaules étaient pas impressées contre la poitrine de Marshall. Leur tête était presque en contact avec le verre du canopy. Priest tendit la main et ferma le canopy. Il se verrouilla avec moins de 2 cm de dégagement au-dessus de son casque de vol. Les 2 hommes peinaient à respirer dans cet espace confiné. La chaleur d'août à l'intérieur du canopy en serre était suffocante. La sueur imbibait immédiatement leur combinaison de vol. Le panneau de bord était partiellement obstrué par les genoux de Priest, mais il pouvait voir les jauges essentielles. Pression du carburant, température de l'huile, pression du manomètre. Il poussa le throttle et sentit le moteur Merlin prendre toute sa puissance. 1200 chevaux rugirent dans la cellule de l'avion. L'hélice mordait l'air, tirant le Mustang surchargé à travers le champ de blé. L'avion accéléra lentement. Trop lentement. Le poids combiné des 2 pilotes, de la munition et du carburant restant poussait le Mustang bien au-delà de son poids brut conçu. Le sol meuble tirait sur les roues. Les tiges de blé frappaient à le radiateur sous le fuselage. Priest vit sa vitesse monter. 96 km/h, 112, 128. La ligne des arbres à la fin du champ se précipitait vers eux. Un P-51 Mustang décolle normalement à environ 160 km/h. Avec le poids supplémentaire, Priest estimait qu'il lui faudrait au moins 185 km/h. Son indicateur de vitesse affichait 153 km/h. À mesure que les arbres se remplissaient de son écran de visée, il tira le manche en arrière et sentit les roues quitter le sol. L'avion se hissa péniblement dans les airs, à peine capable de grimper, les alarmes de décrochage hurlant dans ses oreilles. Les cimes des arbres passaient sous eux, à ce qui semblait quelques centimètres. Des branches raclèrent le ventre de l'avion. Puis, ils furent au-dessus, montant lentement au-dessus de la campagne française. 2 hommes entassés dans un chasseur monoplace, vivant contre toute attente raisonnable. Derrière eux, des soldats allemands émergeaient du champ de blé et regardèrent le Mustang disparaître vers l'ouest. Leur proie s'était échappée, mais Priest et Marshall étaient encore à 300 mètres de l'Angleterre. L'avion était dangereusement en surcharge. Le moteur surchauffait sous la pression, et quelque part devant eux, des chasseurs allemands traquaient les retardataires. Les 2 Mustangs restants de la formation se mirent en formation autour de l'avion de Priest, montant jusqu'à 2400 mètres. Leur rôle était désormais passé de celui de combattant à celui d'escorte. Avec presque plus de munitions, ils ne pouvaient pas engager les chasseurs ennemis, mais ils pouvaient surveiller les menaces et guider l'avion surchargé jusqu'à la maison. Priest régla son altitude et réduisit la puissance à des réglages de croisière. La jauge de température du moteur montait régulièrement depuis le décollage et il devait refroidir le Merlin avant qu'il ne se bloque. Le radiateur sous le fuselage avait aspiré des tiges de blé et des débris pendant le roulage au sol. Le flux d'air dans le système de refroidissement était partiellement obstrué. L'aiguille se rapprochait lentement de la ligne rouge à chaque minute qui passait. Le trajet vers l'Angleterre traversait 290 km de la France occupée avant d'atteindre la côte du Canal. Des batteries de DCA allemandes ponctuèrent la route. Les aérodromes de la Luftwaffe à Ivroudrou et Bouvet pouvaient déployer des intercepteurs en quelques minutes si des éclaireurs signalèrent des avions américains. Priest maintenait son altitude suffisamment basse pour éviter la détection radar, mais suffisamment haute pour pouvoir se poser si le moteur lâchait. À l'intérieur du cockpit, la chaleur devenait insupportable. Le canopy agissait comme une serre, emprisonnant la chaleur du soleil d'août. Les 2 hommes étaient trempés de sueur. La position de Marshall sous Priest faisait qu'il absorbait tout le poids de son sauveur appuyant sur ses jambes. La circulation sanguine fut coupée en quelques minutes. Ses pieds devinrent d'abord engourdis, puis ses mollets, puis ses cuisses. Ils ne pouvaient pas changer de position d'1 centimètre. L'espace confiné les immobilisait tous les 2, comme des prisonniers dans un appareil de torture médiévale. Priest se concentra sur le vol. Le manche de commande bougeait entre ses genoux avec une amplitude réduite. Ses coudes étaient comprimés contre ses côtes par les parois étroites du cockpit.
Chaque mouvement nécessitait une précision extrême. Un mouvement brusque pouvait coincer le manche contre les jambes de Marshall et faire partir l'avion en vrille. Les pilotes d'escorte observaient avec inquiétude le capot moteur du Mustang de Priest. Le liquide de refroidissement commençait à s'échapper du radiateur, traçant une traînée blanche dans le flux d'air. Le moteur Merlin était lentement en train de cuire. Ils estimèrent qu'il leur restait entre 15 et 20 minutes avant une panne catastrophique si la température continuait d'augmenter. Priest repéra le problème sur ses jauges. Il avait deux options. Il pouvait réduire encore la puissance et prolonger son vol, mais risquer de ne pas atteindre le canal avant la nuit. Ou il pouvait maintenir la vitesse et espérer que le moteur tienne assez longtemps pour atteindre le territoire allié. Il choisit la vitesse. Mieux valait écraser dans le canal où des bateaux de sauvetage patrouillaient que de s'écraser en France occupée où des patrouilles allemandes les attendraient. La côte française apparut après 47 minutes de vol. Les falaises blanches de la péninsule de Cotentin passaient sous eux. Toujours tenus par les forces alliées après la percée en Normandie. Priest se permit un moment de soulagement. Ils avaient quitté le territoire occupé. Si le moteur lâchait maintenant, ils atterriraient parmi des alliés. Le canal s'étendait devant eux, 34 kilomètres d'eau froide et grise entre la France et l'Angleterre. Priest avait jeté son canot de survie dans le champ de blé. Marshall avait abandonné le sien avec l'avion en flammes. Si l'avion s'écrasait dans l'eau, aucun des deux hommes ne survivrait plus de quelques minutes dans le courant glacé. La jauge de température du moteur toucha la ligne rouge à mi-chemin du trajet. Priest observa l'aiguille trembler à la limite supérieure, attendant le silence soudain qui signifierait que le Merlin avait finalement capitulé. La côte anglaise apparut à travers la brume. Des falaises blanches, des champs verts, la silhouette distinctive de l'île Blanche à l'est. Le Mustang traversa la côte anglaise avec son moteur toujours en marche. Priest entama sa descente vers Steeple Morton, la base du 350e groupe de chasse situé à Cambridge. La piste se trouvait encore à 100 km. La température du moteur continuait de grimper. Il avait sauvé son commandant des mains des Allemands. Maintenant, il devait les sauver tous les deux de l'avion. Le moteur du Mustang commença à brouter à 20 km de Steeple Morton. Le rugissement constant du Merlin se brisa en une saccade irrégulière, alors que les cylindres surchauffés commençaient à défaillir. Priest enrichit le mélange de carburant et pria pour que le moteur tienne encore 5 minutes. Le terrain d'aviation apparut à travers la brume estivale. 2 pistes en béton formaient un X sur les terres agricoles de Cambridge. Des camions de pompiers et des ambulances se positionnaient déjà le long de la piste principale. La tour avait reçu les rapports radio des pilotes d'escorte. Tout le monde à Steeple Morton savait qu'un avion impossible arrivait. Priest entra dans le circuit d'atterrissage à 225 km/h, bien plus vite que d'habitude. Le Mustang en surcharge avait besoin de cette vitesse supplémentaire pour maintenir son portance. Il abaissa son train d'atterrissage et ressentit le bruit rassurant des roues qui se verrouillaient en place. Les volets se déployèrent progressivement à 40 degrés. L'avion monta légèrement puis se stabilisa. La piste se précipitait vers eux. Priest tira sur le manche pour arrondir l'avion et sentit les roues principales toucher le béton. L'arrière de l'avion s'affaissa. Le Mustang roula droit sur la ligne médiane, ralentissant en douceur, le moteur tout sautant et crachotant mais toujours en marche. Il appliqua les freins et arrêta l'avion à mi-parcours de la piste. Les membres de l'équipage au sol coururent vers le Mustang avant que l'hélice ne cesse de tourner. Ils s'attendaient à trouver un pilote blessé, peut-être un homme mourant qui avait miraculeusement ramené son appareil endommagé à la maison. Ce qu'ils découvrirent était quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. 2 pilotes sortirent d'un seul cockpit, comme des artistes de cirque émergeant d'une boîte trop petite pour eux. Marshall ne pouvait pas marcher. Ses jambes avaient été comprimées sous le poids de Priest pendant près de 2 heures. La circulation avait été coupée de telle sorte qu'il s'effondra lorsqu'il tenta de se lever sur l'aile. Les membres de l'équipage au sol le portèrent jusqu'à une ambulance en attente. Priest descendit de l'avion par ses propres moyens, sa combinaison de vol trempée de sueur, ses jambes tremblantes d'épuisement et d'adrénaline. La nouvelle se répandit à travers le 355e groupe de chasse en quelques minutes. Les pilotes se rassemblèrent autour de l'appareil pour examiner la scène. Des tiges de blé dépassaient de toutes les ouvertures du fuselage. Le scoop du radiateur était rempli de végétation et de débris. De l'huile maculait le capot où le moteur surchauffé avait commencé à fuir. Le chef d'équipage au sol estima que le Merlin était à quelques secondes de se bloquer lorsque Priest l'arrêta. Les mécaniciens passèrent 2 jours à nettoyer l'avion.
Ils extrairent des restes de blé des puits du train d'atterrissage, du logement de la roue arrière, des ailettes du radiateur et des portes des mitrailleuses. Le radiateur lui-même nécessita un démontage complet pour enlever les débris accumulés. Plusieurs tuyaux de refroidissement durent être remplacés. Le moteur nécessitait une inspection complète et une reconstruction partielle. Le sauvetage était sans précédent dans l'histoire de la 8e armée de l'air. D'autres pilotes avaient tenté des atterrissages similaires pour récupérer des camarades abattus. La plupart s'étaient soldés par un désastre. Les avions s'étaient eux retournés sur des sols mous, avaient percuté des obstacles ou avaient été détruits par le feu ennemi avant même de décoller. Personne n'avait réussi à poser un chasseur monoplace derrière les lignes ennemies, à y charger un second pilote et à le ramener chez soi. La nouvelle de l'action de Priest parvint au quartier général du groupe ce soir-là. Le matin suivant, elle s'était déjà propagée jusqu'au commandement de la 8e armée de l'air. L'histoire posait un problème délicat aux responsables militaires. Le lieutenant Priest avait désobéi directement à un ordre légitime de son supérieur en combat, 2 fois. Il avait risqué un appareil précieux et sa propre vie dans une mission de sauvetage non autorisée. Chaque règlement et procédure stipulait qu'il devait faire face à un conseil de guerre, mais il avait aussi sauvé la vie de l'un des commandants d'escadrille les plus prometteurs du théâtre européen. Le major Bert Marshall était un as avec 5 victoires confirmées. Il était un leader de combat avéré, avec des tactiques agressives qui inspiraient ses hommes. Sa capture aurait été une perte importante. La question se retrouva sur le bureau du major général James Doolittle, commandant de la 8e armée de l'air. Le même homme qui avait dirigé le célèbre raid sur Tokyo en 1942 devait maintenant décider du sort d'un jeune lieutenant qui avait fait quelque chose à la fois d'héroïque et de désobéissant. Le général James Doolittle avait déjà fait face à des décisions impossibles. En avril 1942, il avait lancé 16 bombardiers B-25 depuis le pont d'un porte-avions, sachant qu'aucun d'eux ne pourrait revenir. Chaque avion avait été écrasé, atterri ou abandonné une fois le carburant épuisé. 8 membres d'équipage furent capturés par les Japonais. 3 furent exécutés. Doolittle lui-même s'attendait à un conseil de guerre pour avoir perdu tous les avions. Au lieu de cela, il reçut la médaille d'honneur. Aujourd'hui, il se trouvait face à une situation similaire. Un jeune pilote avait tout risqué lors d'une mission non autorisée et avait réussi. Le parallèle était inconfortable. Doolittle demanda les rapports complets de l'action du 351e groupe de chasse. Il examina les transcriptions radio, les déclarations des pilotes d'escorte et les registres de maintenance documentant l'état de l'avion de Priest. Les preuves étaient claires. Le lieutenant Priest avait reçu un ordre direct du major Marshall d'abandonner la mission de sauvetage. Il avait reconnu l'ordre, puis il l'avait ignoré et avait atterri quand même. Lorsque Marshall répéta l'ordre au sol, Priest l'ignora à nouveau. Le code de justice militaire était sans ambiguïté. Désobéir à un ordre légitime en combat était une infraction passible de conseil de guerre. La punition pouvait aller de la rétrogradation à l'emprisonnement. Dans les cas extrêmes, cela pouvait signifier l'exécution. Les règlements existaient pour de bonnes raisons. Les opérations militaires dépendaient de la chaîne de commandement. Si chaque pilote prenait des décisions indépendantes basées sur son propre jugement, l'action coordonnée devenait impossible. Mais Doolittle comprenait aussi quelque chose que les règlements ne pouvaient pas capturer. La 8e armée de l'air perdait des pilotes plus vite que les remplaçants ne pouvaient être formés. Chaque aviator expérimenté qui survécut à une mission augmentait les chances de ses camarades. Marshall n'était pas un pilote comme les autres. Il était commandant d'escadrille A de la chasse, un innovateur tactique dont le style agressif avait influencé tout le groupe de chasse. Sa capture aurait gravement affecté le moral du commandement. Il y avait aussi un autre facteur. La guerre entrait dans une phase cruciale. Les forces alliées s'étaient échappées de Normandie et traversèrent la France à toute vitesse. La Luftwaffe s'affaiblissait, mais restait néanmoins dangereuse. Les pilotes américains devaient croire que leurs camarades ne les abandonneraient pas s'ils tombaient. Le sauvetage de Priest montra quelque chose de puissant. Il démontra que les liens entre les pilotes pouvaient transcender les ordres, les règlements et les risques personnels. Doolittle prit ces facteurs en compte pendant 3 jours. Il consulta son état-major, il examina les précédents pour des situations similaires. Aucun ne correspondait exactement. D'autres pilotes avaient tenté des sauvetages derrière les lignes ennemies. Tous avaient échoué. Certains avaient fini avec 2 prisonniers au lieu d'1. D'autres avaient vu leurs avions s'écraser et leurs pilotes mourir. Priest était le premier à réussir.
Le général prit sa décision. Il ne convoquerait pas le lieutenant Priest en cour martiale. Au lieu de cela, il le recommanderait pour la médaille d'honneur, la plus haute distinction du pays pour bravoure. La recommandation reconnaîtrait à la fois l'extraordinaire courage du sauvetage et le caractère sans précédent de cet exploit. Mais Doolittle ajouta une réserve. Il était mal à l'aise avec le message que pourrait transmettre une médaille d'honneur. Si d'autres pilotes tentaient des sauvetages similaires et échouaient, le coup serait mesuré en vies humaines et en avions. La 8e armée de l'air ne pouvait pas se permettre d'encourager des héroïsmes non autorisés. Chaque pilote qui atterrissait derrière les lignes ennemies pour un sauvetage ne mettait pas seulement sa propre vie en jeu, mais aussi les ressources de son unité. Doolittle modifia sa recommandation. Au lieu de la médaille d'honneur, il proposa la croix du service distingué, la deuxième plus haute distinction du pays pour bravoure. La citation louait le courage et l'habileté de Priest, tout en reconnaissant implicitement que ses actions, aussi réussies soient-elles, ne devaient pas devenir une pratique courante. Le dossier passa par les canaux administratifs. Le quartier général de la 8e armée de l'air approuva la recommandation et l'envoya à Washington. Une cérémonie fut prévue à Steeple Morton pour fin septembre. Le lieutenant Priest recevrait sa médaille des mains du général Doolittle en personne. Le général comptait livrer un message accompagné de la décoration. Il voulait que Priest comprenne exactement pourquoi la médaille d'honneur avait été retenue. La cérémonie eut lieu le 21 septembre 1944 à Steeple Morton. Les pilotes des 3 escadrilles du 350e groupe de chasse se rassemblèrent sur la ligne de vol. Les équipes au sol arrêtèrent leur travail pour regarder. Le commandant du groupe se tenait aux côtés du général Doolittle lorsque le lieutenant Priest s'avança pour recevoir la croix du service distingué. Doolittle épingla la médaille sur la poitrine de Priest. Le ruban bleu avec des bandes rouges et blanches pendait sous la croix en argent. C'était la même décoration que Doolittle lui-même avait reçue pour le raid sur Tokyo avant qu'elle ne soit mise à jour en médaille d'honneur. Le symbolisme n'échappa à personne présent. Le général garda la main de Priest un instant après avoir épinglé la médaille. Il regarda le jeune lieutenant dans les yeux et lui livra le message qu'il avait prévu. Il n'avait jamais envisagé d'émettre un règlement interdisant aux pilotes de se poser derrière les lignes ennemies pour sauver leurs camarades. L'idée semblait tellement téméraire, tellement fondamentalement impossible qu'aucune personne raisonnable ne tenterait cela. Priest avait prouvé que cette hypothèse était fausse. Ce qu'il avait fait était à la fois l'action la plus courageuse et la plus folle que Doolittle ait observée en 2 ans de commandement de la 8e armée de l'air. La médaille reconnaissait la bravoure. La décision de retenir la médaille d'honneur reconnaissait la folie. Priest accepta la décoration sans protester. Il s'attendait à un conseil de guerre, pas à des félicitations. La croix du service distingué était bien plus que ce à quoi il avait osé espérer. Dans une lettre écrite des décennies plus tard au fils de Bert Marshall, Priest admit que l'incertitude quant à son sort avait été la partie la plus stressante de toute l'expérience. Le vol en lui-même avait été terrifiant. L'attente après coup avait été encore pire. Le sauvetage entra dans la légende de la 8e armée de l'air comme le premier sauvetage porte-bagages réussi dans un P-51 Mustang. Ce ne serait pas le dernier. L'exemple de Priest inspira d'autres pilotes à tenter des sauvetages similaires au cours des mois suivants. Le 28 août, 10 jours après le vol de Priest, un autre pilote du 356e groupe de chasse se posa en France occupé pour sauver un camarade abattu. Son appareil se retrouva coincé dans la boue. Les 2 pilotes échappèrent à la capture et revinrent finalement aux lignes alliées à pied. Le 3 octobre, 2 autres tentatives de sauvetage eurent lieu le même jour. Un pilote réussit à extraire son camarade d'un chasseur monoplace. L'autre se retrouva pris dans un sol mou. Lui et le pilote qu'il tentait de sauver furent capturés par les Allemands. Les mathématiques de ce pari devenaient donc claires. Certains sauvetages réussissaient, d'autres doublèrent les pertes. Le 20e groupe de chasse enregistra un sauvetage porte-bagages réussi le 18 novembre 1944. Le premier lieutenant Jack Ilfrey atterrit avec son P-51 dans un pré et sauva son camarade sous le feu ennemi. Le 4e groupe de chasse ajouta un autre sauvetage le 18 mars 1945 lorsqu'un pilote sauva le capitaine William McKinnon de l'Allemagne occupée. À la fin de la guerre, la 8e armée de l'air avait documenté au moins 5 sauvetages réussis avec un chasseur monoplace. Un nombre inconnu de tentatives avait échoué, entraînant des pertes supplémentaires et la perte d'avions. La tactique restait officiellement non autorisée.
Aucun règlement ne l'approuvait ni ne l'interdisait. Les commandants se contentaient de fermer les yeux lorsque les pilotes choisissaient de risquer leur vie et leurs ressources pour leurs camarades. Le major Bert Marshall retourna en mission de combat quelques jours après le sauvetage. Ses jambes se rétablirent complètement de la perte de circulation. Il continua de diriger le 354e escadron de chasse jusqu'à l'automne 1944, ajoutant des victoires à son palmarès et recevant une étoile d'argent pour son leadership. En octobre, il avait été promu lieutenant-colonel et nommé adjoint au commandant du 350e groupe de chasse. Lorsque qu'une autre tentative de sauvetage dans son escadrille mena à la capture de 2 pilotes, Marshall sentit le poids du précédent établi par Priest. La guerre en Europe se termina le 8 mai 1945. Marshall avait survécu. Priest avait survécu. L'avion qui les avait tous deux sauvés avait été réparé et remis en service, volant pour de nouvelles missions de combat jusqu'à la capitulation de l'Allemagne. Mais l'histoire de cet après-midi doux dans un champ de blé français ne faisait que commencer. Les 2 hommes la porteraient avec eux pour le reste de leur vie. Le colonel Royce Priest prit sa retraite de l'armée de l'air des États-Unis en 1968 après 28 années de service. Sa carrière l'avait emmené des champs de blé de France aux montagnes d'Amérique du Sud. Il servit 3 ans comme pilote personnel du président du Chili où il rencontra sa femme, Anita. Il forma des pilotes de chasse pour des nations alliées. Il pilota des jets qui auraient semblé de la science-fiction pour le jeune lieutenant qui avait posé un Mustang à hélice derrière les lignes ennemies. La croix du service distingué resta sa récompense la plus précieuse. Il en parlait rarement, sauf si on lui en parlait directement. Quand il en discutait, il détournait les éloges vers les 2 pilotes d'escorte dont les passages de mitraillage lui avaient permis de gagner du temps, ainsi que vers les équipes au sol qui avaient reconstruit son avion endommagé. Il se considérait comme chanceux, pas héroïque. Le lieutenant-colonel Bert Marshall termina la guerre comme commandant du 351e groupe de chasse. Son total final comprenait 7 victoires aériennes confirmées. L'étoile d'argent qu'il reçut reconnut son leadership du 351e escadron de chasse pendant certains des combats aériens les plus intenses du théâtre européen. Après la guerre, il poursuivit sa carrière dans l'armée de l'air, finissant par commander des ailes de chasse au Japon durant l'occupation. Son record de quarterback 3 fois élu All-State dans le football au lycée du Texas fut inscrit au Texas Sports Hall of Fame en 1971. Les 2 hommes restèrent amis pour le reste de leur vie. Leur lien avait été forgé dans un cockpit à peine assez large pour un seul homme, volant au-dessus du territoire ennemi avec un moteur mourant et sans parachute. Ce genre d'expérience ne s'efface pas avec le temps. En décembre 2002, le colonel Priest écrivit une lettre à Bill Marshall, le fils de Bert. La lettre contenait le récit le plus détaillé du sauvetage jamais enregistré. Priest y décrivait la batterie de 10 CA cachée, le Mustang en flammes, l'atterrissage désespéré et le vol agonisant du retour. Il écrivit de la peur qu'il avait ressentie en attendant de savoir s'il ferait face à une cour martiale. Il écrivit également du moment où le général Doolittle épingla la croix du service distingué sur sa poitrine. Mais surtout, il écrivit sur la raison pour laquelle il l'avait fait. Bert Marshall avait été son héros bien avant la guerre. L'opportunité de servir dans son escadrille lui avait semblé une destinée. Lorsque l'avion de Marshall prit feu au-dessus de la France, Priest n'avait pas calculé les probabilités ou pesé les règlements. Il avait simplement refusé de laisser son héros mourir dans un camp de prisonniers allemands. Le colonel Royce Priest décéda le 18 mai 2004 à Riverside, Californie, à l'âge de 81 ans. Son nécrologue le qualifia de l'un des derniers as de la chasse de la Seconde Guerre mondiale et de récipiendaire de la 2e plus haute distinction du pays pour bravoure. Il mentionnait son service au Chili, sa longue carrière dans l'armée de l'air et son dévouement à sa femme et à sa famille. Il ne mentionnait pas qu'il avait un jour comprimé 2 hommes dans un chasseur monoplace et les avait ramenés chez eux à travers le territoire ennemi. Certaines histoires sont trop extraordinaires pour les nécrologies. Le P-51 Mustang qui avait porté Priest et Marshall à la sécurité n'a jamais été préservé en tant que monument. Il a poursuivi la guerre, a probablement été vendu comme surplus et a disparu dans l'histoire comme des milliers d'autres oiseaux de guerre. Aucun musée ne présente de plaque commémorant le premier sauvetage porte-bagages de l'histoire de la 8e armée de l'air. Mais l'histoire a survécu. Elle s'est transmise de pilote en pilote, de vétéran à historien, de père à fils. Bill Marshall écrivit 2 livres sur l'escadrille de son père. Les 2 contiennent des récits du sauvetage qui a sauvé la vie de son père.
Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touchés, faites un petit geste. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Chaque j'aime aide à partager cette histoire avec plus de gens. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses de chaque jour. Des histoires de pilotes qui ont risqué leur vie pour leurs camarades. Des hommes réels, des héros réels. Vous n'êtes pas simplement un spectateur. Vous faites partie de ceux qui maintiennent ces mémoires vivantes. Dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi. Faites-nous savoir que vous êtes là. Merci de regarder et merci de faire en sorte que Royce Priest et Bert Marshall ne disparaissent pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être souvenus et vous aider à faire en sorte que cela se produise.